Un nouveau jour s'est levé et toute l'équipe de votre émission La Cour commune s'est déjà présentée afin de développer avec vous une nouvelle thématique, toujours allant dans le sens de l'éducation. Aujourd'hui, comme nous en avons donc l'habitude, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et de ses impacts sur le développement au sein de la communauté. Pour en discuter, mes invités sont déjà présents ici en ce studio. Avec moi, nous allons donc recevoir en premier temps Luc Allais. Luc Allais, il est du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation de l'Organisation internationale de la francophonie, ex-secrétaire général. J'allais dire tout simplement Luc Allais, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, en face de Luc Allais, ex-secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons la présence du psychologue clinicien André Alikhonou qui est déjà là avec nous. Mais bien avant lui, je vais passer d'abord à Espérance Itongi. Espérance Itongi, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mathieu. Je rappelle que vous êtes un enseignant vous êtes un germanisant. Oui. Enseignant. Germaniste. Donc, le germanisant, c'est l'apprenant. C'est l'apprenant qui est germanisant. L'acteur même, c'est-à-dire l'ancien, c'est un germaniste. Un germaniste. Oui. Morgan. Côté Morgan. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On va passer à l'autre. Il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, de André Alikhonou, que je disais tout à l'heure. André Alikhonou, il est psychologue, clinicien, déjà présent avec nous en ce studio. Merci de répondre, président André Alikhonou. Merci, moi je suis un germain. Chaque fois, merci pour cette disponibilité. C'est moi, c'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi présentés, nous allons aborder la thématique de ce jour, éducation, ses impacts sur le développement communautaire. On va démarrer tout de suite par notre invité Luc Allais, ancien secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation au niveau de l'OIF. Luc Allais, on veut parler de l'éducation. Avec vous, en un premier temps, qu'est-ce qu'on peut appeler éducation et une bonne éducation face à votre caméra? Bien, une bonne éducation, c'est de s'assurer que tous les enfants aient accès d'abord à l'éducation. Une éducation de qualité qui soit offerte de la petite enfance, donc l'école maternelle, jusqu'au cours secondaire, que tous les enfants du monde aient accès à une éducation de qualité et qu'ensuite, ils aient la possibilité de poursuivre leurs études s'ils le souhaitent jusqu'à l'université. Donc, d'offrir une égalité des chances, que peu importe votre revenu socio-économique, peu importe votre situation, vous ayez accès à l'éducation. C'est important. Vous avez suivi, Luc Allais, André Alikhonou, l'éducation. Nous voulons en parler encore aujourd'hui avec vous. Que peut-on retenir? On ne sait jamais, l'inspiration peut varier d'une à une autre. Dites-nous un peu. Je vous comprends parce que on en a tellement parlé encore et encore. Et oui, ici, effectivement, on va encore mettre l'accent sur l'instruction, sur tout ce que l'État peut mettre à disposition de l'individu, surtout de l'enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa race ou son ethnie, sur le territoire, quelles que soient ses origines, pour qu'il puisse avoir accès à l'instruction, où qu'il soit. L'éducation doit, c'est-à-dire l'éducation doit aller, j'ai envie de dire l'école doit aller vers les enfants, pas le contraire. On ne va pas demander à l'enfant de venir vers l'école, mais l'école doit aller vers l'enfant pour permettre à l'enfant de pouvoir se développer, apprendre, de pouvoir développer ses compétences. Et donc, oui, on va parler prioritairement de cela, mais n'oublions pas qu'à côté, il y a aussi j'ai envie de dire, tout ce que la famille va amener à l'enfant, tout ce que la communauté va amener à l'enfant, parce qu'il sera éduqué dans un environnement, dans une communauté, dans une famille. Merci. Merci à vous pour ces propos introductifs. Nous allons faire ce tour table avec vous. On va passer à vous, Espérance Itongi, aussi pour ce tour table, justement, parler de l'éducation. Vous êtes dans le système, justement, enseignant, nous l'avons dit à l'entame. Qu'est-ce qu'on peut appeler éducation, une bonne éducation, selon vous? Oui, et une bonne éducation. Dans votre caméra. Une bonne éducation, d'abord, ça part de la maison.
l'enfant, l'environnement immédiat de l'enfant, c'est d'abord la famille. C'est ses géniteurs, oncles, tantes et frères, tout ça. Donc, la première éducation vient d'abord de la famille. L'éducation étatique, c'est-à-dire ce qu'on nous appelle instruction, vient maintenant renforcer ce que la famille a apporté à l'enfant pour faire de lui un être plein, un être engagé pour pouvoir affronter les difficultés non seulement de la vie et pour être un citoyen digne, bien équipé, pouvant quand même répondre aux exigences et aux besoins de sa société. Merci à vous. Tout ceci mis ensemble, parlant bien sûr de l'éducation, mesdames et messieurs, se manifeste au sein d'une communauté. Il a dit tout à l'heure, l'expérience étant dit que cela doit normalement, en tout cas, se manifester. Sinon, l'enfant vit au sein d'une société. Nelson Rolihlahla Mandela l'a bel et bien dit, l'éducation reste l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Luc Allaire. Nous allons revenir à vous à présent. Quel impact l'éducation, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, peut avoir pour un développement communautaire? Moi, je viens du Québec. Oui. C'est la province francophone au Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue et de l'océan à l'autre. C'est un très grand pays. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Et les francophones sont majoritaires au Québec, où c'est la langue officielle. Jusqu'en 1960, le Québec était la région en Amérique du Nord où on était le moins instruit. Si je regarde mes parents, par exemple, mes oncles, mes tantes, très peu sont allés poursuivre des études parce que l'éducation n'était pas obligatoire et ça coûtait cher. En 1960, on a eu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Et il y a pour la première fois, il y a un ministre de l'Éducation qui a été élu, qui s'appelait Paul Gérin-Lajoie, et il a instauré l'éducation obligatoire pour tous et toutes jusqu'à 16 ans. Mais pour rendre l'éducation obligatoire, ça prend des conditions. Donc, il faut que l'école soit gratuite, qu'il y en ait dans toutes les régions et que l'éducation soit de qualité. Donc, les enseignantes et enseignants qui sont embauchés soient bien formés. Quand on regarde le résultat 60 ans plus tard, on se rend compte que maintenant, le Québec est l'endroit au Canada où il y a le plus de gens qui ont une formation post-secondaire, une formation supérieure. J'ai vu les statistiques hier et alors qu'avant 1960, on était l'endroit où les gens étaient le moins éduqués, maintenant c'est le contraire. On est la province du Canada où il y a le plus de gens qui ont une formation post-secondaire. Donc, de rendre l'éducation accessible à tous et toutes, ça fait en sorte qu'on a fait en sorte qu'il y ait une véritable égalité des chances. Auparavant, on pouvait prédire qu'un jeune irait à l'université si ses parents étaient allés à l'université. Et on disait, mais l'autre, qu'est-ce que vous voulez? Ses parents ne l'ont pas appuyé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Moi, mon père n'est pas allé à l'université, ni ma mère. Et moi, je suis allé, mon frère et ma sœur aussi. Donc maintenant, et mes fils, les deux garçons, sont aussi allés à l'université. Donc, le slogan à l'époque, en 1960, quand on a créé ce modèle scolaire obligatoire avec des universités dans chacune des régions et des cégeps, des collèges d'enseignement général et professionnel dans toutes les régions, le principal slogan, c'était « Qui s'instruit s'enrichit ». C'était un enrichissement personnel, mais aussi un enrichissement de la société. Alors qu'on était la province la plus pauvre en Amérique du Nord, maintenant, on se classe dans la bonne moyenne. Et si on compare à d'autres régions, maintenant, le Québec est un endroit prospère avec un taux d'emploi très élevé où les femmes ont un taux d'emploi qui est égal à celui des hommes. Autour de 80% des hommes et des femmes sont sur le marché du travail, donc font partie du taux d'activité. Et ça fait en sorte qu'on est une société beaucoup plus égalitaire maintenant grâce à l'éducation. Cette expérience, vous allez donc la partager avec nous afin qu'on puisse réussir à l'adapter à notre contexte ici aujourd'hui au Bénin pour avoir un développement communautaire aussi tangible. Avec vous, André Alikhonou, c'est la même question. Hein? Les impacts, quel impact? Sinon, quel genre d'éducation pour impacter, booster le développement au niveau de la communauté? Vous, psychologues, on aimerait avoir justement de vous
ces intentions, ces idées? Ben, je vais peut-être aller à la suite de Luc, hein, parce que on dit si vous voulez impacter le développement communautaire, c'est chaque individu d'abord. Et pour aller chercher, j'ai envie de dire, le potentiel de chaque individu, il faut qu'il puisse se connaître, qu'il puisse s'instruire, qu'il puisse avoir cette éducation, c'est-à-dire cet ensemble de comportements, de manière de penser le monde, de réfléchir le monde, de se comporter, de voir le monde ou d'interpréter le monde, qui l'amène à être épanoui lui-même et à favoriser l'épanouissement de son environnement. Donc, oui, cette éducation qui va impacter le monde, qui va impacter la communauté, c'est de faire de ces individus des citoyens, des personnes qui pensent bien-être et bien-être de l'autre. Donc, quand tu commences par penser ton bien-être, tu poseras des pas, tu feras des gestes, tu auras des comportements qui vont favoriser ton propre développement. Et donc, tu ne vas pas nuire à l'autre. Tu ne vas pas avoir des comportements de, entre guillemets, ce qu'on appelle au Bénin le tchédjanabi, parce que tu sauras que aller pour avoir ton épanouissement, tu as besoin de l'autre. Et donc, tu vas quand même savoir qu'il faut aller vers quelque chose. Mais il a dit tout à l'heure, cela demande des moyens. Et les moyens, il faut les mettre à la disposition de l'enfant qu'on veut éduquer. Ce n'est pas l'enfant qui va aller créer les moyens de son éducation. Et c'est là que ça devient un problème chez nous. Parce que oui, on dit l'éducation est rendue gratuite, d'accord, mais il faut mettre les moyens de cette gratuité réelle. C'est-à-dire, l'éducation est gratuite sur le territoire, mais il y a l'enfant qui est, je ne sais pas où, n'a pas accès à une école. Il doit parcourir 8 km pour avoir une école. Bon, est-ce que vous donnez la chance à cet enfant de 7 ans, de 8 ans, réellement d'aller à l'école? Cet enfant qui finit son collège dans son petit village doit aller à 12 ans, il a le CEP, il doit parcourir 8 km pour avoir accès à un collège. Est-ce que vous donnez la chance à ses parents de penser que cet enfant est capable d'aller jusqu'à 8 km, aller-retour, pour pouvoir aller au collège? Donc, il y a cette réalité. Maintenant, quel genre de collège? Est-ce qu'il suffit de créer sur un papier pour dire on a... Dans chaque région, il y a des écoles, ou bien on a mis vraiment les moyens. Il y a des salles de classe, il y a des instruments, il y a des bancs, il y a des enseignants disponibles qui sont eux-mêmes instruits et qui ont le bagage nécessaire pour transmettre un programme adapté. Il y a tellement de choses. Parce que si on suit un peu la logique de Luc, c'est qu'ils se sont assis et ils ont pensé eux. On a dit la révolution tranquille, on a dit il faudrait faire quelque chose qui, dans 10 ans, dans 20 ans, nous propulse au devant de la scène. Et c'est ce qui a été fait. Ils n'ont pas fait un programme adapté aux Béninois qu'ils ont importés. Ils ont fait un programme adapté aux Québécois. Ils n'ont pas fait un programme adapté aux Canadiens. Ils ont fait un programme adapté aux Québécois. À l'intérieur du Canada, ils ont pensé à eux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin est là. On ne va pas faire quelque chose, on ne va pas aller importer parce que ça a marché au Canada, au Québec, on l'importe au Bénin. Non, il faut l'adapter à nos enfants. On peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer, mais il faut penser en quoi ça va nous permettre d'être à tel niveau dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est ce qui nous manque. C'est vraiment ce qui nous manque. Je ne cesse de le dire souvent, suivez un peu dans le comportement de ceux-là qui sont nos autorités en éducation aujourd'hui. Leurs enfants ne sont pas dans le système national. Quel exemple ils nous donnent? Ils sont à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Ils ne croient pas à ce qui leur permet de les nourrir, leur permet d'envoyer l'argent de l'intérieur à l'extérieur pour l'éducation de leurs enfants, mais ils pensent que c'est la meilleure éducation pour nous. Est-ce qu'on peut croire en gens comme ça? Non, je pense que le travail est lourd. Excuse-moi de lancer ce coup de gueule, mais c'est ça la réalité en fait. Il faudrait qu'on adapte et qu'on croit en ce qu'on fait. Et si entre-temps, les Canadiens, les Québécois avaient dit un système pour nous, mais Paul Guérin-Lajoie avait envoyé ses enfants en France ou bien en Allemagne, personne n'y croirait. On va, en tout cas, au cours de ce moment, que nous allons passer ensemble, faire des propositions concrètes afin que le développement au niveau de nos communautés soit chose réelle. À vous, à présent, Espérance Itondi, vous êtes enseignant, vous voyez un peu aujourd'hui comment les choses se passent et on a envie de constater un développement réel au niveau de notre communauté, le Québécois, en tout cas. Notre invité sur ce plateau a bien démarré, André Larenchéry. On est à vous maintenant.
Oui, et comme l'a dit M. Alironou, Oui. notre système éducatif doit pouvoir, c'est-à-dire, on doit pouvoir l'asseoir sur les réalités de chez nous et les réalités un peu plus proches. Qui parle de réalité ici, parce que l'autre a abordé le sujet, et l'artiste sud-africain, comment on l'appelle, et Philippe Lakidoubé a dit, l'éducation c'est la clé d'une nation, et qui parle de clé, ici parle des bases fondamentales du développement. D'accord? Et on ne peut pas aller à ce développement sans quand même se baser sur les réalités de chez soi. On doit pouvoir adapter notre système éducatif à nos, qui parle de réalité ici ne parle que de ce dont nous profitons, ce qui nous aide à d'abord nous nourrir. Vous voyez, donc notre système éducatif aujourd'hui est plus occidentalisé et que nous avons également besoin de l'actualiser à nos réalités. Par exemple, vous voyez aujourd'hui la culture de coton avec la création de grandes entreprises, comment on appelle, à Glodjibé. Vous voyez, c'est que nous avons besoin de produire plus de coton. Alors qu'avant, il y avait, dans notre système éducatif, sous la Révolution, il y avait ce qu'on appelle l'école nouvelle, où les gens pouvaient, avec l'éducation, c'est qu'il y avait des coopératives scolaires où les apprenants pouvaient produire des cultures vivrières, et c'est que déjà même, cette production permettait non seulement de rendre émanciper l'enfant au niveau de la culture vivrière et de permettre à l'enfant de savoir, quand bien même il n'est pas au village, quand bien même il n'est pas né au village, quand bien même il est né en ville et vit en ville, de savoir comment manipuler la terre, comment faire des cultures vivrières, comment arroser, comment produire, tout ça. Donc, nous devons aussi penser à ça. Nous devons penser à ça. Et pas que ça. Sur le président Tan avait parlé de la construction des écoles techniques. L'idée, jusque-là, est, je dirais, la meilleure idée pour pouvoir améliorer notre système éducatif. Puisque jusque-là, notre système produit des chômeurs. Ça produit des chômeurs. Des enfants qui finissent l'université, mais qui reviennent à la charge des parents et qui sont chômeurs. Et il faut que l'on revoie cela pour permettre quand même à notre éducation d'être bénéfique et d'être profitable à la jeunesse. Compétences. Oui. Ils finissent. L'université sans compétences. Théoriquement, ils ont des diplômes, mais dans la pratique, au fond, ça reste encore à revoir. Donc, pour que cela ait réellement un impact communautaire, nous devons revoir. Quand bien même, c'est que si nous n'avons pas totalement les moyens de créer des lycées techniques agricoles, des lycées techniques industriels, commerciaux et autres, c'est que on peut, avec l'enseignement général, insérer certaines activités pratiques ou des matières pratiques telles que l'agriculture, vous voyez, ou l'industrie, la technologie, vous voyez, ou vous voyez comme on a introduit la couture. Nous, on n'avait pas fait la couture quand on était au primaire. Rien que le dessin. Ouais, voilà. Oui. Donc, mais aujourd'hui, il y a les enfants déjà au primaire qui font la couture et ça quand même leur permet, cela leur première notion qu'il faut avoir. Et quand leur kaki se déchire, eux-mêmes déjà avec une aiguille, avec de petites cordes, ils essaient de coudre à leur manière. Vous voyez un peu. Donc c'est à cela que nous devons penser en tant qu'acteurs éducatifs. Nous devons beaucoup plus penser à comment dynamiser notre système éducatif pour que cela puisse permettre non seulement à l'enfant d'être un homme, non seulement un diplômé, mais également un homme qui a pu acquérir des compétences pratiques, pas que notionnelles. Puisque ici, nous sommes plus dans les conventions, les idéologies conventionnelles, les connaissances livresques, mais ici, c'est qu'il y a plus de la pratique. Donc, nous devons penser à ça.
Nous devons penser à ça. Et il faut que le système, c'est que les acteurs du système, ils pensent pour pouvoir créer ce cadre-là, permettre à l'enfant ou, disons, à l'élève de s'épanouir au cœur de ce système. De ce système-là. Merci à vous. Luc Allais, ils ont évoqué chacun de leur côté, vos vis-à-vis, des propositions qui peuvent en tout cas permettre, justement, on aimerait partager avec vous l'expérience. Quand on prend ces expériences dont vous avez parlé tout à l'heure au Canada, comment peut-on réussir à l'adapter, à le contextualiser afin qu'aujourd'hui au Bénin, on puisse connaître de véritables développements au niveau de nos communes? Je pense que la première chose, c'est de penser à soi. Là. Le slogan de la Révolution tranquille, c'était « Maître chez nous ». Maître chez nous. Maître chez nous. Parce que le Québec avait été colonisé par les Anglais. Il y a eu une guerre au 18e siècle et les Anglais avaient gagné la guerre et les Français, les francophones, étaient minoritaires et n'avaient pas accès à certains emplois dans la fonction publique, dans les différents milieux. Alors on a dit, faut être maître chez nous. Si on attend de l'extérieur que les gens viennent nous aider, on attendrait encore. À un moment donné, il faut dire, c'est nous qu'on se prend en main et on ne comptons que sur nos propres moyens. Parce que si on attend que les autres viennent nous aider, les autres vont, s'ils viennent, ça va être pour faire de l'argent, on va être sur notre dos. Là. Ils viendront pas par grandeur d'âme. C'est ça, ou encore pour venir piller nos richesses. Profiter de nos richesses. Parce qu'il y a beaucoup de richesses au Canada. Là, il y a beaucoup de mines, beaucoup de richesses naturelles. On produit beaucoup d'électricité. Et là, ça a été donc de devenir maître chez nous. Par exemple, l'électricité a été nationalisée et on a pu créer notre propre richesse. Et comme par exemple pour investir, ça a été on a créé la caisse de dépôt et de placement où nos régimes de retraite sont investis au Québec. Et c'est cet argent-là qui a servi à faire une société plus prospère. On a investi chez nous. On n'a pas attendu que les autres viennent. Alors, je pense que faut apprendre à être autonome, dans le fond, comme pays, et ensuite pouvoir exporter, mais que ça profite d'abord aux gens à la population locale. Et c'est comme ça qu'on a pu se développer, malgré que à l'époque, on était méprisé. Là, mon père, par exemple, pour avoir une promotion, il fallait qu'il parle anglais. Sinon, il ne pouvait pas avoir de promotion. Et mes oncles qui ne parlaient pas anglais, eux, avaient des petits métiers. Alors que maintenant, le français est la langue officielle et dans la loi, c'est prévu qu'on peut accéder aux emplois en parlant uniquement français. Et c'est ça. Donc ici, au Bénin, c'est sûr que la réalité est complètement différente, mais il faut d'abord penser à être maître chez soi, pas avoir une approche décoloniale, dans le fond. Arrêter de s'équiper. Et on l'a eu au Québec aussi, on a fallu se décoloniser, arrêter de penser que les Anglais étaient meilleurs que nous, arrêter de penser que les Américains, ils l'avaient l'affaire eux autres. Il fallait penser que nous, on était capables et c'est comme ça qu'on a réussi à se développer. Et c'est d'abord et avant tout par l'éducation, par l'instruction. Et l'éducation aussi, c'est la socialisation, c'est d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à s'entraider, l'empathie. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer une société plus prospère et une société plus égalitaire aussi. On est la province la plus égalitaire au Canada et si on compare aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. Là, il y a un indice en économie qu'on appelle peut-être l'indice Gini qui calcule les écarts de richesse et c'est au Québec que les écarts de richesse sont les plus faibles. Donc, tout le monde peut avoir accès à bien vivre, finalement. On n'est pas des milliardaires, là. C'est pas Elon Musk. C'est parce que, exemple, si Elon Musk rentrait dans la salle ici, on serait tous milliardaires en moyenne. On ferait la moyenne de nos revenus, on serait tous milliardaires. Il sort de la pièce, hop, notre revenu moyen diminue. Alors, c'est important que la richesse soit bien distribuée pour que tout le monde puisse avoir accès à une vie de qualité et vivre décemment. Luc Allais, nous allons toujours rester avec vous. Vous voulez compléter quelque chose? Je veux rester justement avec Luc Allais, qui, en tout cas, partage avec nous plutôt, j'allais dire, cette expérience du Canada qui a permis, en tout cas au Québec,
de connaître un développement réel. Vous vivez avec nous au Bénin, vous voyez un peu les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Comment pensez-vous qu'on peut contextualiser, c'est-à-dire exploiter ces expériences dont vous êtes en train de parler pour propulser un véritable développement? Ben, je pense que la première chose, c'est l'éducation, c'est donc d'investir dans l'éducation, de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, donc d'offrir des écoles. Et on l'a mentionné un peu plus tôt, les distances, effectivement, peuvent être très longues. Donc, de prévoir du transport scolaire pour les enfants qui puissent venir par un autobus scolaire ou qui puissent se déplacer. Parce que c'est certain que s'il faut faire quelques kilomètres à pied matin et soir, ça va en décourager plusieurs. Surtout pour les filles qui doivent faire en plus du travail ménager, aller chercher de l'eau le matin, ça fait beaucoup trop. Donc, il faut faciliter l'accès à l'éducation et d'avoir des enseignants bien formés. Là, ici, encore, je vois que les enseignants qui sont embauchés au Bénin actuellement, c'est ce qu'on appelle les AME, là, les aspirants au métier d'enseignant. Pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Ça devrait plutôt d'embaucher des enseignants fonctionnaires avec un régime un emploi à durée indéterminée. Comme ça, ils peuvent s'investir dans l'éducation, s'investir. Des enseignants pleins. C'est ça, à temps plein, et pouvoir se développer dans la formation, dans l'éducation, là. Parce qu'on dit que l'éducation coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher. Parce que si les gens sont ignorants, ils ne peuvent pas développer la société. Donc, pour ça, quand on dit l'éducation coûte plus cher, essayez l'ignorance, vous allez voir que ça coûte encore plus cher. Éducation de qualité, vous en avez parlé. Je vais rester un peu avec Louis Calais. Excusez-moi, je vais revenir à vous. Éducation de qualité, vous en parlez. Aujourd'hui, au Bénin, le gouvernement travaille et nous n'avons plus des grèves perlées au niveau de l'éducation au primaire. Il y a un repas qui permet désormais, un repas chaud qui permet désormais aux apprenants de rester à l'école, de ne plus aller. Des efforts sont en train d'être consentis justement dans ce domaine, Louis Calais. Comment pensez-vous qu'on peut renforcer justement ce système afin que le développement dont nous parlons soit chose effective? Oui, la question des cantines scolaires, c'est effectivement une très bonne initiative. Et c'est appuyé, entre autres, par l'Union des producteurs agricoles du Québec, ce qu'on appelle UPADI, l'Union des producteurs agricoles, développement international, qui a développé aussi ces cantines scolaires-là. Alors que, et là, maintenant que le gouvernement l'implante un peu partout, c'est une excellente idée parce qu'effectivement, si les enfants doivent retourner chez eux pour déjeuner à midi, et il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent pas après. Donc, c'est important qu'il y ait des cantines scolaires, c'est donner des bonnes conditions d'études. Quand on dit ventre faim n'a pas d'oreille, quelqu'un qui a faim n'écoutera pas, il va penser plutôt. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner des bonnes conditions. Et pour l'éducation, que les enseignants embaucher des enseignants qui sont formés, aussi qu'il y ait une formation continue, qu'on puisse, comme par exemple, on a parlé récemment d'éducation inclusive pour les élèves handicapés, les élèves qui ont des déficiences intellectuelles, des troubles par exemple des difficultés d'apprentissage, mais qu'il y ait soit des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychoéducateurs, des psychologues comme André, qui viennent appuyer ces élèves-là pour leur donner confiance en soi et qui leur donnent les outils pour pouvoir réussir. Parce que l'objectif, c'est que, quand on parle d'égalité des chances, c'est que un élève qui a plus de difficultés, on lui donne plus de moyens pour réussir, pour que lui aussi puisse apprendre. Des fois, ça peut être un peu plus long. Comme par exemple, on va à un examen, au lieu que ça soit 1 heure, on va lui permettre de prendre plus de temps. Parce qu'il est plus lent, mais on reconnaît que, compte tenu de ses difficultés, mais il est mieux de réussir son examen en 1h30 que d'échouer en 1 heure. Alors, c'est d'accommoder, permettre des possibilités pour que tous les enfants puissent réussir. Nous allons revenir à vous, mais on vous permet de prendre un peu de souffle. On va revenir à vous parce que vous parlez tout à l'heure justement de ce système des AME qui ne serait peut-être pas pour vous la solution. Hein. On va revenir à vous, on va parler un peu de ça. En quoi voyez-vous que ça n'est pas la bonne solution et qu'est-ce que vous auriez souhaité afin que le système éducatif redore véritablement son blason pour booster le développement au niveau de la communauté. Mais pour le moment, prenez votre souffle, on revient à vous. Alors, André Alifonou, voilà de quoi nous sommes en train de parler, éducation. Louis Calais a reconnu que oui, justement,
la cantine scolaire, l'avènement de la cantine scolaire permettra justement de faire quelque chose, de corriger quelque chose au niveau des apprenants à l'école. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a également d'autres actions qui peuvent être menées pour que le développement au niveau de la communauté surtout soit traité? Oui, je pense que on est très aligné sur la question et sur le fait que la cantine scolaire, c'est une bonne solution. Oui. Quand elle est réelle, moi, je ne voudrais pas qu'elle soit théorique, qu'elle soit statistique. Ça s'observe sur le terrain aujourd'hui avec le taux de couverture que nous pouvons... Oui, c'est pas le lieu peut-être, mais dans d'autres, comme tu le sais, dans d'autres manteaux, quand je porte d'autres manteaux, je mesure ce que j'ai dit. Il faudrait que ce soit réel. Qu'il n'y a pas de propagande. J'ai envie de dire, dans tout ce que Luc a dit, qu'on retienne que quand on doit agir pour soi, il faut être vrai envers soi. On ne trompe personne quand on reste dans la théorie en disant on fait. Oh, dans la pratique, nous-mêmes, nous savons que c'est pas encore ça. Je dis pas que rien n'est fait. Ça n'existe pas. Non, je dis pas non, mais reconnaissons notre niveau d'action. Nous avions fait 15%, ayons l'humilité de dire nous sommes à 15% de couverture. Qu'est-ce qu'on appelle cantine scolaire? Si vous voulez, on va y aller. Qu'est-ce qu'on appelle cantine scolaire réellement? Est-ce à dire, on dit investir dans l'humain. Est-ce à dire que j'envoie les vivre dans une école qui n'a pas de bâtiment? Parce que pour avoir une cantine, il faut qu'il y ait au moins un petit bâtiment où les enfants on va cuisiner le repas. Il faut qu'il y ait des cuisinières. Il faut qu'on envoie les moyens pour que ce repas soit vraiment cuit et que les enfants puissent s'asseoir et manger. Mais est-ce qu'on s'est assuré qu'il y a tout ça pour parler de couverture de 15% et de 95%? Dans tous les établissements où aujourd'hui on dit il y a cantine scolaire, est-ce qu'il y a un bâtiment qui est là? Il y a des cuisinières qui sont bien et il y a des ustensiles et il y a les moyens pour cuire et tout. Il y a un magasin pour garder le repas et il y a un gardien pour surveiller, etc. Est-ce qu'on a mis les moyens? Moi, je dis, si on veut investir, c'est-à-dire, il vaut mieux faire peu et bien que de dire qu'on fait tout. Et l'autre chose que je retiens dans tout ce qu'il dit, c'est que investissons dans l'humain et non dans le matériel. Investissons dans l'humain, l'humain va construire le matériel plus tard. Instruisons les enfants, permettons aux enfants d'avoir une éducation adaptée à leur réalité. Ils vont améliorer cette réalité, leur environnement et tout le reste. C'est-à-dire quoi? Au lieu de se mettre à dire, nous plantons des arbres pour avoir plus, pour diminuer l'effet de, comment vous dites ça, l'émission de gaz, etc. Je préfère investir dans l'éducation des enfants pour protéger l'environnement, leur dire ne coupez pas. Parce que je plante les arbres, je ne les éduque pas. Ils peuvent couper ces arbres-là demain s'ils en ont besoin. Mais si je leur apprends à protéger les pousses d'arbres qui vont venir et à éviter de détruire l'environnement, je pense que demain, ils vont trouver encore nécessaire de dire il y a de l'espace ici, il faut que je comble. Donc, apprenons plus à investir dans l'humain, mais il faut le faire réellement. Et comme j'aime bien le slogan qui dit « Soyons maîtres chez soi ». Ce que je fais pour moi, je ne peux pas me mentir. Ça doit être bon pour moi. Et quand je dois le faire pour moi, il faut que je le fasse. Et l'autre chose, c'est qu'on est assez riche pour se développer. C'est-à-dire, les autres qui viennent, il a dit ça, je ne sais pas si on l'a écouté, mais il dit l'autre qui va venir vers vous, il viendra pour prendre quelque chose. Est-ce que je prends proportionnellement ce qu'il prend chez moi, chez lui? Non, malheureusement. Est-ce que quand lui vient, soi-disant, pour m'aider, il vient soi-disant pour m'aider, ce qu'il prend là, est-ce qu'il me donne proportionnellement la même chose? Non. Et donc, mettons, et il ne viendra jamais faire le combat pour moi. Il ne viendra jamais m'aider à comprendre que ce qu'il prend a de la valeur. Donc, c'est à moi de pouvoir apprendre à protéger mon espace. Et pour ça, il faut investir dans l'éducation. Normalement, je pense, je ne suis pas politique, je ne suis pas technicien, mais je pense que dans tous nos budgets, sous tous nos cieux en Afrique, l'éducation doit avoir les plus gros budgets. On veut demain avoir une bonne armée, on veut avoir, je ne sais pas, tout ce que vous voulez.
il faut partir de l'éducation. L'éducation. Tout ce qu'on veut, il faut partir de l'éducation. Et l'éducation, il y a, comme on l'a dit, les moyens, il y a aussi les enseignants qui doivent être motivés. Parce que s'ils ne sont pas motivés, ils vont apprendre quoi aux gens? On va prendre l'avis rapidement d'un enseignant présent dans ce studio sur cette question. Espérance Itonji, Oui. vous êtes dans le milieu éducatif aujourd'hui. Vous voyez comment cela fonctionne et tout, comment ça se passe et tout. Nous voulons en tout cas voir votre avis sur la question. La qualité de l'éducation aujourd'hui. Oui, bon, je pourrais dire que je suis un peu mal placé pour juger la qualité de l'éducation. Non, c'est juste vos appréciations, puisque vous êtes dedans, vous êtes un acteur. Même en me basant sur les résultats, c'est que de 2016 à ce jour, c'est que au niveau des examens, il y a eu d'amélioration. Les résultats, le taux de réussite s'est accru, ça s'est augmenté comparativement ou contrairement à ce que c'était. La qualité de ce qui est dispensé, c'est de ça il est question. Mais la qualité, disons, le résultat est la résultante de la qualité. Le résultat des divers examens est la résultante de la qualité de l'enseignement qui est fait. D'accord? Si déjà, c'est que si déjà depuis 2016, c'est-à-dire il y a eu d'amélioration au niveau des résultats pour les divers examens, que ce soit pour le CAP, le BPC, le baccalauréat et autres, c'est que la qualité aujourd'hui est mieux que ce que c'était. Donc pour moi, la qualité, il est vrai que je suis mal placé pour juger la qualité, mais étant acteur du système, je trouve que la qualité de ce qui est fait aujourd'hui, bon, disons, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Il est vrai que en tant qu'enseignant, nous avons toujours besoin de la formation, c'est-à-dire professionnelle. Et quand qui parle de la formation professionnelle, pour beaucoup, c'est que cela est seulement limité à l'école normale. C'est qu'on forme l'étudiant, il sort enseignant, on le met dans une salle de classe et c'est fini. Non, la formation doit être perpétuelle, continue. D'accord? Et périodiquement organisée. Pourquoi pas semestriellement ou trimestriellement organisée à l'enseignant au profit de l'apprenant. Vous voyez? Donc, il y a cela qu'il faut essayer de revoir pour que l'enseignement de qualité dont on parle ici soit réellement effectif. Voilà. Donc, à côté de ça, il faut également la motivation. La motivation. Comme l'a abordé Lucas, vous voyez, il n'est pas béninois, mais il est venu aborder un sujet sensible. Les AME, aspirants au métier d'enseignant. C'est que ça sonne parfois mal pour beaucoup d'autres. Et voilà, donc c'est que la personne aspire à être enseignant. Bon, d'accord, ça peut être le cas. Mais néanmoins, si la personne arrive à jouer le même rôle que l'enseignant, qui est considéré comme l'enseignant bon teint, c'est qu'il faut lui permettre aussi de se sentir un peu comme cet enseignant qui est traité dans son intégralité. On va en venir. Oui. On va en venir. Apprenti enseignant. Oui. Toute chose a un début. Excuse-moi, oui. Je voudrais peut-être demander à Espérant que quand il dit la qualité améliorée, pourquoi vous, enseignants de plus en plus aujourd'hui, vous vous plaignez du niveau des enfants? Comme quoi le niveau baisse chaque année. Oui. Alors que la qualité s'améliore. Vous savez, c'est deux choses différentes. Le niveau dont vous parlez qui semble baisser, ça dépend du contenu enseigné. Je parie que le contenu qui vous a été enseigné au primaire, d'accord, et au secondaire n'est plus le même que ce qui s'enseigne aujourd'hui. Ce qui voudrait dire la complexité qu'il y a au niveau des contenus, c'est-à-dire qui nous avait été administré, n'est plus la même que ce que nous enseignons aujourd'hui. Vous voyez? Et on essaie chaque fois de liquéfier, d'accord, de rendre plus facile, d'accord, le quotidien de l'apprenant. Vous voyez?
En votre temps, il n'y avait pas la possibilité d'accéder, disons, à l'Internet pour faire des recherches. C'était pas automatique. Il faut déjà avoir les livres. Donc, on était plus campé sur les livres. On faisait des études livresques. On allait plus apprendre et lire. Voilà, tout ça là renforçait notre connaissance et renforçait la compétence d'apprentissage, tout ça. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Est-ce que aujourd'hui, les enfants lisent? Non. Il y a un désamour d'abord de la lecture. Alors que la culture générale, d'abord, pas de la lecture et tout ça. Vous comprenez? Donc, ce que je voudrais dire, quand on parle de la baisse du niveau, ça n'a rien à voir avec le contenu ou la qualité. Okay, donc, c'est juste une comparaison que vous faites. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre les choses de façon séparée. C'est-à-dire la qualité de l'enseignant, de l'enseignement. Oui. Hein? Et le contenu, c'est-à-dire enseigner et ce qui est enseigné. C'est pas si il faut savoir faire là. Vous êtes en train de demander de faire la part des choses entre la qualité de l'enseignement de ce qui se fait, d'accord, et ce qui est en train d'être enseigné. Parlant de la qualité ici, on se base plus, on s'adosse plus ou on responsabilise plus l'enseignant. C'est-à-dire la qualité dont on veut parler ici là. C'est-à-dire quel enseignement quel enseignant pour donc sur ce point, c'est que c'est autre chose. Mais le contenu également, c'est autre. Donc, il faut prendre les choses de façon séparée. Voilà. Puisque c'est le contenu qui a abouti à ce que nous constatons aujourd'hui concernant la baisse du niveau. C'est le contenu qui est dilué. Vous comprenez? Le contenu ne répond plus totalement à ce que c'était. Vous voyez? Donc, il y a aussi, il n'y a plus la dictée qui n'est plus tellement d'actualité. Donc, ça fait qu'aujourd'hui même, pour que les enfants s'expriment, ça pose problème. Les enfants souffrent en quelque sorte de ce qu'on peut appeler de manque lexical. Donc, c'est que ils ont besoin quand même de se cultiver pour pouvoir être bien équipés en matière que ce soit du parler, de l'écrit et autres. Merci à vous. Je vous donne aussi le temps de vous reposer un peu. Je vais revenir à mon invité, Luc Allaire, aujourd'hui sur ce plateau. Vous parliez, je n'ai pas oublié, de cette initiative aujourd'hui au Bénin qui parle de enseignement des armes, voilà, de l'aspirant aspirant au métier de l'enseignant, qui pour vous ne serait pas la solution pour une véritable éducation permettant d'aboutir à un développement communautaire. Qu'est-ce que vous auriez proposé? Moi, j'étais jusqu'au l'été dernier, jusqu'en 2024, secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Le comité syndical francophone travaille beaucoup avec l'International de l'éducation, qui est une organisation qui regroupe 32 millions d'enseignantes et d'enseignants dans le monde, et des membres du personnel de l'éducation, personnel de soutien professionnel. Et ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a des pénuries d'enseignantes et d'enseignants dans presque tous les pays du monde. Au Québec aussi, on souffre de pénuries d'enseignants. Et donc, pour attirer des enseignants, il faut leur donner des bonnes conditions de travail, un salaire décent et faire en sorte qu'ils puissent se développer dans leur métier. Alors, j'ai travaillé ici au Bénin avec quelques syndicats de l'éducation qui sont membres de l'International de l'éducation. Et ce qu'ils me disent, c'est que d'attirer des jeunes vers l'enseignement alors qu'on leur dit qu'on n'embauche que des AME, que des aspirants au métier d'enseignant, c'est beaucoup moins motivant pour avoir la vocation quand on ne sait pas quand est-ce qu'on sera enseignant, qu'on aura un emploi à durée indéterminée. Parce que pour s'investir dans l'éducation, comme vous l'avez dit, ça prend de la formation continue. Donc, il faut que les gens continuent à apprendre, continuent à se développer, continuent à mieux enseigner. Mais pour ça, il faut qu'ils sachent qu'ils vont continuer à être enseignants, puis on va les respecter, qu'on va leur reconnaître qu'ils sont des professionnels de l'éducation.
Et ça, c'est excessivement important. Et pour lutter contre la pénurie d'enseignants, c'est une des meilleures façons, c'est de donner des bonnes conditions de travail aux enseignantes et enseignants. Et c'est ce que réclament les syndicats. Une chose, par exemple, j'ai parlé avec des gens qui travaillent dans les syndicats pour les écoles maternelles, la petite enfance. Ils disent qu'il y a un désinvestissement, il y a une réduction de l'investissement dans les écoles maternelles, alors que c'est la petite enfance, c'est quand un enfant avant arrive a eu accès à une école maternelle, a eu accès à l'éducation de la petite enfance, il a appris à se socialiser, il a appris à travailler, à fonctionner avec d'autres enfants. Et lorsqu'il arrive à l'école, il est déjà prêt à apprendre. Alors, nous, on dit que tout se passe avant l'âge de 6 ans. Là, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans que si on arrive, on a eu une bonne éducation à la petite enfance, on peut vraiment se développer par la suite. Et on aime, et aussi ce qu'on aime apprendre, aimer aller à l'école. Et ça, c'est aussi une affaire, quelque chose de très important. Il faut que les jeunes veuillent apprendre à enseigner aux élèves à apprendre. Parce que donc à développer l'envie d'apprendre. C'est ça. Et là, la présence de livres est très importante. D'avoir des livres adaptés à l'âge des enfants. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être toutes sortes de livres. Il y a beaucoup de livres jeunesse pour que les enfants aient le goût de lire. Donc, on leur donne pas un roman pour adultes à l'âge de 6 ans, mais il y a des livres, même pour les petites enfances, avec beaucoup plus de dessins. Et là, ils apprennent à avoir des mots si les adultes leur racontent des histoires. Et là, ils ont le goût de prendre un livre et ça devient... et quand un enfant lit, ben, il se développe et il apprend le goût d'apprendre. Voilà. Oui, si tu me permets juste ainsi, Luc, je comprends. Ça veut dire, au lieu de faire de quelqu'un qui vient fraîchement de sortir de l'université, de reconduire son stage encore et encore, il sera beaucoup plus motivé quand il passe de l'étape de stagiaire à employé. C'est ça. Au lieu qu'il garde le statut de stagiaire, il va être moins motivé parce qu'il reste, il ne sait pas quand est-ce qu'on peut le virer et recruter quelqu'un réellement. Mais quand il est recruté employé, il va mieux s'investir dans l'entreprise, dans la société. Bon, quand je fais l'analogie avec les enseignants, les AME. Donc, voulez-vous dire tout simplement que ce statut de AME, il faut, en tout cas, ça ne répond pas encore, il faudra les motiver davantage, c'est ça, à mieux s'occuper de la chose, c'est ce que voulez-vous dire? Ben moi, ce qu'on m'a dit, les syndicats d'éducation m'ont dit au Bénin, c'est que le statut d'AME pouvait durer très longtemps. On pouvait être AME pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, si on aspire, il faut que l'aspiration soit de courte durée. Je peux comprendre pour 1 an que la personne apprenne le métier, mais après 1 an, elle devrait avoir accès à la permanence. Et si on veut avoir un corps enseignant qui s'investissent et qui souhaitent faire carrière dans l'enseignement, ben faut qu'ils aient des bonnes conditions. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on a réclamé au Québec, qu'il y ait que les gens aient un emploi permanent rapidement et qu'ils aient accès à la permanence. Et une fois qu'on a la permanence aussi, on a la liberté académique. Parce qu'un enseignant ne doit pas craindre d'enseigner une matière, ne doit pas craindre, si je dis telle chose, le directeur ou l'inspecteur va me réprimander. Parce qu'il il est un professionnel de l'éducation, il est un professionnel, donc il a une liberté académique, il peut adapter ses méthodes d'enseignement à certains élèves qui ont des difficultés, par exemple. Et parce qu'il est professionnel et parce qu'on lui donne cette autonomie professionnelle-là. Luc Allais, cette méthode que vous avez initiée et qui a permis d'assister, sinon d'avoir un véritable développement communautaire, comment l'aviez-vous mis sur pied et comment l'avez-vous mis en exécution pour obtenir ces résultats dont vous parlez aujourd'hui? Bien, je pense que c'est beaucoup par le dialogue social. Un ministère, des fonctionnaires ne peuvent pas décider de tout le système d'éducation. Il faut qu'il y ait un véritable dialogue social avec le personnel de l'éducation, avec les élèves, les étudiants aussi qui peuvent être représentés peut-être à un niveau un peu plus élevé là, au cégep et à l'université, qui puissent avoir leur mot à dire pour qu'on développe un bon système d'éducation. Donc, le dialogue social est un élément très important.
Chez nous, les syndicats de l'éducation ont participé au développement du système éducatif. Dans les programmes, quand on change des programmes d'éducation, par exemple, moi, sur le programme d'histoire du Québec et du Canada, on a refait le programme d'histoire et j'ai participé au développement à refonte du système d'éducation pour le programme d'histoire. Comme par exemple, on a parlé davantage de l'histoire des Autochtones qui étaient là avant que les premiers Français et les premiers Anglais arrivent, pour intégrer que les gens connaissent leur histoire. Et ça ne s'est pas fait par quelqu'un du ministère qui a dit maintenant c'est ça le programme et on l'impose partout. Non, il y a eu une véritable consultation. Et lorsque les gens se sentent consultés, se sentent écoutés, ils peuvent davantage s'investir et croire davantage en leur métier. Donc, il faut reconnaître aux enseignantes et enseignants qu'ils sont des véritables professionnels de l'éducation. Voilà. Merci à vous. Alors, le temps nous presse, sinon on aurait souhaité rester encore un peu plus longtemps que ça afin d'avoir idée claire de en tout cas, plus d'idées, justement pour savoir comment travailler à la base pour aboutir à un développement communautaire aussi épanoui. André Alihonou, nous allons conclure. Déjà, la question est tellement intéressante et je pense que c'est, j'ai envie de dire, le nœud des nœuds de tous nos problèmes. Et on fait pas mal à ETL de revenir dessus sous plusieurs formes, de parler encore éducation. Aujourd'hui, on parle éducation, instruction, outils de développement communautaire, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Non seulement, oui, on s'est attardé énormément sur ce que devait être la responsabilité des institutions, des autorités, j'ai envie de dire étatiques, gouvernementales, mais il faut aussi reconnaître la responsabilité des parents, des responsables communautaires au niveau local. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités dans l'éducation des enfants. C'est pas que à l'État de pouvoir construire. Une communauté autonome peut s'élever et concevoir ou contribuer à offrir aux enfants, j'ai envie de dire, un cadre éducatif qui puisse être attrayant, qui puisse permettre aux enfants de pouvoir, parce que dans toutes nos communautés, entre guillemets, il y a ces personnes qui peuvent offrir un module de classe, offrir 30 bancs dans un établissement. Pourquoi ils ne le font pas? Ils attendent d'abord que l'État vienne le faire. C'est pour leur communauté. Ils peuvent faire ça au nom des enfants, pour les enfants. Je pense qu'il ne faut pas attendre l'État dans tout. L'État fait ce qu'il peut. Et quand l'État doit prendre une décision, il faut aussi reconnaître que l'État va analyser, voir la priorité des priorités. Et donc, il faudrait que nous, à la base, qu'on commence par prendre nos responsabilités, déjà dans notre communauté, dans nos familles. Merci à vous. Espérance, et on dit à vous pour conclure rapidement. Oui, pour conclure, je vais quand même, André, pour dire, concernant la contribution communautaire dont il parle, ça s'observe déjà dans beaucoup et dans certaines localités du pays. Par exemple, dans beaucoup de localités de l'OME, cette année scolaire-ci, il y a eu un besoin accru de mobilier et de salles de classe, mais je pense que les parents et les ressortissants se sont quand même, disons, ils se sont concertés rapidement. Très bien pour cotiser, initier des souscriptions pour pouvoir payer des tables et bancs. Quel serait votre appel justement pour conclure cette émission, André? Oui, et le développement communautaire ou l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État seul, c'est que tout le monde est impliqué. Que ça soit, c'est d'abord les parents, l'enseignant, les apprenants et d'abord le gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le pays. Il n'y a pas que l'enseignant, le directeur, l'école, non, l'apprenant, non. Ça ne doit pas être ça. C'est que tout citoyen doit pouvoir quand même contribuer au rayonnement de l'éducation. Oui. Chacun doit donc apporter sa part à sa pièce, j'allais dire, à l'édifice d'un bon développement, d'une éducation, afin d'aboutir sur un bon développement au niveau de nos différentes communautés. Merci infiniment de nous avoir suivi la thématique développée aujourd'hui, impact de l'éducation sur le développement communautaire avec Luc Allaire, ancien studios, ancien secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF.
André Alihonou, psychologue clinicien, également présent ici, Espérance Itondi, enseignant, autant qu'ils sont, mesdames et messieurs, chacun a donc apporté sa contribution afin que nous obtenions un véritable développement communautaire au niveau de notre pays. Le Bénin, merci infiniment. Cette émission prend ainsi fin. Merci à Louis Calais, merci à André Alihonou, merci à Espérance Itondi. Nous sommes donc disponibles sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre chaîne YouTube Etele Bénin, notre compte X Etele en live via notre application iOS et Android Etele téléchargeable gratuitement sur Play Store. Merci de nous avoir suivi cette émission. On prend ainsi fin. Rendez-vous demain avec une nouvelle thématique. Portez-vous bien.